Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300, vous n'hésitez pas, vous intervenez, vous vous exprimez, vous étiez extrêmement nombreux hier à intervenir dans l'émission entre 10h30 et midi et demi, j'espère que vous allez être aussi nombreux aujourd'hui. Nous allons évidemment revenir sur les émeutes, les révoltes d'hier soir et dans la nuit, 150 interpellations. Vous avez vu peut-être les images, ça vous fait réagir. Allez-y, exprimez-vous. Témoignage sur Sud Radio entre 10h30 et 11h. L'avocat Thibault de Montbrial sera aussi notre invité dans un instant. 14h, marche blanche en hommage à Naël. Cellule interministérielle de crise présidée ce matin par Emmanuel Macron. La violence contre les institutions et la République est injustifiable, dit-il. Le policier de 38 ans qui a tiré est toujours en garde à vue. 11h, 12h. Vous le savez, jeudi politique, comme tous les jeudis, 3 députés avec nous. Quelle est la responsabilité des politiques ? Une partie des Français, des jeunes habitant les banlieues ont l'impression de ne pas exister, de ne plus compter. Pourquoi Naël ne serait-il qu'un prétexte pour des politiciens de tous bords? Nous parlerons de tout cela entre 11h et midi, évidemment. Et puis, à partir de midi, un tout autre sujet, 2041, l'Odyssée de la médecine. Le professeur d'oncologie Jean-Emmanuel Bibeau sera avec nous. L'intelligence artificielle bouleverse la médecine. Comment elle va profondément modifier les soins, et ça a déjà commencé, nous en parlerons, c'est passionnant. Le livre du professeur Bibeau est passionnant, 2041, l'Odyssée de la médecine, aux éditions des Équateurs. Le professeur Bibeau sera donc notre invité tout à l'heure à midi 10. Il est 10h32. Nous commençons tout de suite avec ce qui s'est passé la nuit dernière, consécutif à ce qui s'est passé mardi matin à Nanterre. D'abord, des informations. Thibault de Montbrial est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. D'abord, les dernières informations avec vous, Félix Mathieu. Que sait-on ce matin précisément de la situation du policier qui est en garde à vue, le policier qui a tiré? Il a 38 ans, il maintient sa version, il dit avoir tiré en état de légitime défense. Oui, il avait indiqué dès le début que Naël lui avait foncé dessus. Or, la vidéo amateur semble plutôt le montrer sur le côté de la voiture. En garde à vue, ce policier redit avoir agi en état de légitime défense. Selon lui, le jeune homme aurait tenté de fuir en menaçant sa vie. Le policier affirme qu'il était posté un peu sur l'avant du véhicule lors de cette tentative d'interpellation. Sa garde à vue a été prolongée hier dans la perspective d'une ouverture d'informations judiciaires envisagée aujourd'hui selon le parquet. Il a été interrogé par l'inspection générale de la police nationale dans le cadre de cette enquête pour homicide volontaire ouverte par le parquet de Nanterre. Nous prendrons les décisions administratives de suspension si jamais des charges étaient retenues contre lui, assure le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En tout cas décrit comme calme, irréprochable par ses collègues. Ce motard de la préfecture de police de Paris, père de famille de 38 ans, avait été décoré à 3 reprises pour son courage et son dévouement durant le mouvement des Gilets jaunes. Décoration remise notamment à l'époque par l'ancien préfet de police Didier Lallemand. Que sait-on de plus maintenant sur Naël, l'adolescent de 17 ans qui a été tué? Il était connu des services de police, mais ceux qui l'ont connu parlent d'un adolescent qui voulait s'en sortir. Un fils unique élevé seulement par sa mère dans les quartiers du Vieux-Pont à Nanterre, puis quartier Pablo Picasso. Il pratiquait le rugby à 13 au club des Pirates de Nanterre depuis 3 ans, accompagné dans un programme d'insertion de l'association Oval Citoyen, programme visant à accompagner des jeunes de quartiers difficiles vers l'insertion professionnelle. C'était quelqu'un qui avait la volonté de s'insérer socialement et professionnellement, pas un gamin qui vivait du deal ou se complaisait dans la petite délinquance, se souvient le président de cette association Oval Citoyen dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Il parle d'un gamin qui s'est servi du rugby pour s'en sortir. La police avait déjà eu affaire à lui pour conduite sans permis, pour refus d'obtempérer. Pour autant, son casier judiciaire était encore vierge et il devait être convoqué par un juge des enfants en septembre pour un refus d'obtempérer commis il y a quelques jours, pour lequel il avait été placé en garde à vue. Des peines éducatives avaient été prononcées l'année dernière pour des raisons similaires. Inscrit au lycée Louis Blériot de Suresnes,
Il ne venait plus en cours, mais ceux qui ont croisé son chemin parlent d'un ado qui avait plutôt envie de s'en sortir, de devenir mécanicien. En attendant, il avait pris un boulot de livreur pour gagner sa vie. Thibaut de Montbrial, au-delà de toutes les interprétations, de toutes les provocations, ce qui compte, ce sont les faits. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Les faits avant tout. Et c'est ce qu'on attend maintenant des enquêtes et de la justice. Vous avez tout à fait raison, et dans un cadre extrêmement passionnel comme celui que nous vivons, avec un fait générateur, ce qui s'est passé hier matin à Nanterre, ou avant-hier matin à Nanterre, qui a abouti, qui est en train d'aboutir à un embrasement du pays. C'est extrêmement difficile pour l'institution judiciaire de vivre dans sa bulle et de continuer à un rythme qui est nécessairement imparfait par rapport au rythme de l'émotion, mais qui est le rythme de l'enquête. Oui, parce qu'il y a le rythme de l'émotion et le rythme de l'enquête. Absolument, et c'est tout à fait essentiel pour essayer de garder un peu de raison dans un moment qui ressemble un peu à un moment de bascule, mais on va en parler, de rappeler que la justice a parfaitement réagi, c'est-à-dire qu'à peine les faits connus, il y a deux enquêtes qui ont été ouvertes, une sur le comportement du conducteur et une sur la légitimité ou non du tir du policier. Donc on ne peut rien reprocher à la justice. Et à cet égard, je voudrais, moi, exprimer un regret. C'est que, autant dans cette affaire, le ministre de l'Intérieur a eu une attitude absolument parfaite au regard de sa fonction, c'est-à-dire qu'il a exprimé la légitime émotion de chacun, il a dit qu'il serait attentif aux conclusions de l'enquête et que, le cas échéant, il prendrait une mesure de suspension si la justice prenait elle-même des mesures contre le policier. Parfait. Alors que le président de la République, hier, et la première ministre ont, eux, eu des propos totalement sidérants, puisque, au-delà de l'expression, encore une fois, légitime de l'émotion, qui avait toute sa place, ils se sont permis de préjuger, avec notamment de la part du président de la République le mot inexcusable, qui est un mot très fort, parce que l'excuse en droit pénal, c'est ce qui permet de justifier un acte qui apparemment est un acte criminel, c'est-à-dire le fait de tirer. Donc Emmanuel Macron a utilisé un mot qu'il n'aurait pas dû utiliser. Pourquoi ? Parce qu'il met, ce faisant, une grosse pression sur la justice. Tout le monde attend ce que le parquet de Nanterre et éventuellement un juge d'instruction vont faire ce soir, mais quel que soit ce qu'ils décideront, tout le monde va analyser les décisions prises à l'aune de ce qu'a déjà dit le président de la République. Or, le président de la République, il est le garant de la paix civile, qui devient un vrai enjeu, de la cohésion nationale et du respect de l'indépendance des institutions. Et je pense qu'il a failli sur ces points et que du coup, ça va compliquer les choses, quelle que soit la décision judiciaire. Est-ce que cette irresponsabilité collective des politiques, je dis bien irresponsabilité collective, quand on voit des politiques d'extrême gauche qui disent, qui n'appellent pas au calme et qui le revendiquent, de ne pas appeler au calme. Quand on voit d'un autre côté, mais des politiques très à droite dire maintenant c'est l'état d'urgence qui doit être instauré, est-ce qu'il n'y a pas là une perte de sang-froid de la part de tous ces politiques et le président de la République, vous l'avez rappelé, qui lui aussi. Alors, ce que vous dites est très intéressant. Je pense qu'il faut distinguer. L'extrême gauche est dans une logique de bout de feu pour renverser la Ve République depuis déjà des années. C'est-à-dire que, pour être clair, je pense qu'ils n'attendaient que ça, c'est-à-dire un incident exploitable de cette nature. Soit dit en passant, quand on les entend sur d'autres incidents dire qu'il ne faut pas faire d'exploitation, si c'était pas dramatique, ça en serait risible. Donc là, on est dans une exploitation politique parfaitement pensée et qui s'inscrit dans une logique anti-institutionnelle qui est irresponsable, mais qu'on ne découvre pas. Et à côté, il y a un effet qui est un effet de très grande crainte. Pourquoi ? Parce que le scénario que nous vivons depuis 2 jours, c'est un scénario que, en privé, les spécialistes de la sécurité, les politiques locaux, etc., redoutent depuis des mois, voire des années, et dont nous savions d'une manière générale, de façon un peu empirique, qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver. Et donc, maintenant qu'on y est, on se retrouve face à une émotion qui bascule sur la violence, et avec un fait qui, pour moi, est le grand marqueur de la grande différence entre ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé ces derniers mois à d'autres occasions de violences urbaines, c'est que l'émotion est telle que l'intérêt objectif des quartiers de rester calme pour privilégier le business a volé en éclats devant cette émotion. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les quartiers étaient tenus par les dealers qui calmaient les jeunes et qui voulaient qu'il n'y ait pas d'émeutes urbaines pour que la police ne vienne pas. Ça a volé en éclats et on ne peut pas savoir jusqu'où ça va aller. Oui, mais vous savez très bien que les dealers sont très puissants dans les quartiers et que si le calme revient dans les quartiers,
ce seront les dealers qui vont l'imposer le calme. Oui, mais ce que je dis, c'est que ce que je dis, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils faisaient tout pour que ça tienne. Là, ça a volé en éclats. Là, ça a volé en éclats. Hier soir. Ça a volé en éclats hier soir. Nous verrons bien les jours suivants ce qui va se passer. Oui, mais si vous voulez juste une phrase là-dessus, moi, les retours terrain que j'ai, c'est que les vieux de la vieille, de la maison police en particulier, disent déjà que ce qu'ils ont vécu sur le terrain cette nuit est pire qu'en 2005 sur un point. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de tir d'arme à feu, c'est la différence. Mais c'est pire sur un point, c'est que par rapport à 2005, il y a une grande différence, c'est que les émeutiers sont sortis de leur quartier. Ils ont été attaqués des symboles de l'État. Il y a eu beaucoup d'agressions contre les casernes de gendarmerie et les commissariats de police, plus que ce qu'on dit publiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est très inquiétant, avec des attaques manifestement coordonnées, y compris très tard dans la nuit, à 4h à 5h du matin. Et ça, c'est un point qui inquiète beaucoup les spécialistes. Alors, nous allons entendre d'ailleurs des témoignages à ce propos. Violence contre les institutions et la République, injustifiable, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Bien. Maintenant, en ce qui concerne la justice et le travail de la justice, le policier qui est gardé à vue sera gardé à vue jusqu'à ce soir, c'est ça? Oui, elle a été prolongée. Sa garde à vue, alors, vous connaissez pas, mais... Je connais pas l'heure de mise en garde à vue, mais la garde à vue pour un fait de cette nature, c'est 24 heures renouvelables une fois, donc 48 heures. Donc normalement, dans la journée, une décision doit être prise par le parquet, qui a plusieurs options. La première, c'est de remettre en liberté le policier. La deuxième, c'est de le déférer, c'est-à-dire de le faire physiquement transporter de là où il est entendu par la police jusqu'au palais de justice, où il passera devant le procureur qui lui signifiera sa décision, sans doute, moi je pense, d'ouvrir ce qu'on appelle une information judiciaire, c'est-à-dire de saisir un juge d'instruction. Est-ce qu'il est suspendu quand l'information judiciaire est ouverte? Alors ce sont deux décisions. Il y a décisions différentes. Il y a deux décisions différentes, mais et le juge d'instruction, s'il y en a un qui est saisi, et la hiérarchie policière peuvent chacun, dans un cadre juridique différent, mais prendre des mesures, soit d'interdiction professionnelle pour le juge d'instruction, soit de suspension pour l'administration. Bien. Enquête, et enquête aussi auprès de l'autre policier, qui évidemment a été confronté, je crois d'ailleurs, au policier incriminé. Je l'ignore, mais c'est la logique. Hier, c'est la logique. C'est la logique. C'est la logique. C'est la logique. Merci Thibault de Montbrial. Je vous en prie, je voudrais juste dire un mot de très fort soutien à nos forces de sécurité intérieure, parce que je pense que les journées et les nuits qui s'annoncent sont décisives pour eux et peut-être pour notre régime politique actuel. Merci, il est 10h42. Merci Thibault de Montbrial. Nous allons entendre des témoignages justement sur ce qui s'est passé hier soir, et notamment deux témoignages qui sont éloquents. Éloquents, puisque vous allez entendre le maire de Neuilly-sur-Marne. À Neuilly-sur-Marne, les locaux de la police municipale ont été incendiés. Tous les véhicules de la police municipale ont été incendiés. Et puis je serai aussi avec le secrétaire adjoint FO Justice du centre pénitentiaire de Fresnes, la prison de Fresnes, parce que des jeunes, des émeutiers, ont tenté d'attaquer, de libérer même des prisonniers à Fresnes. Il est 10h43. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 10h46, n'hésitez pas, intervenez. 0826 300 300. C'est passionnant ce qui se passe, nous verrons bien. Thibault de Montbrial est très pessimiste. Moi, je m'intéresse aux faits, nous verrons ce qui va se passer ce soir, les jours prochains. Il est évident qu'il y a très peu d'appels au calme. La famille n'appelle pas au calme, elle ne l'a pas fait. Ce qui est critiquable, discutable ou pas, vous nous dites, là aussi on en parle, 0826 300 300, il y a une marche blanche à partir de 14h, tout à l'heure nous verrons ce que ça va donner, et dans les quartiers nous verrons comment ça réagit. En attendant, il y a eu hier soir de très nombreux débordements, des débordements évidemment parfaitement condamnables, notamment ce qui s'est passé à Neuilly-sur-Marne. Zartoshke Bakhtiari, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bien, vous êtes le maire de Neuilly-sur-Marne. Rappelez-nous, pour que tout soit clair, Neuilly-sur-Marne, combien d'habitants? Alors oui, on est en Seine-Saint-Denis, 40 000 habitants, on est à proximité de Paris, on est à une dizaine de kilomètres de Paris, et on a été terriblement touché hier soir par des actes sauvages. Par des actes sauvages. Que s'est-il passé? Nous avons les 7 véhicules de la police municipale que nous avions créés il y a 2 ans, qui ont été complètement calcinés. Nous avons également le service logement qui a été totalement incendié, avec des milliers de dossiers papier de demandeurs de logement qui sont partis en fumée.
On a également la médiathèque qui a été incendiée et on avait également la veille, on avait une école maternelle qui a été en plein cœur de quartier, qui a été caillassée par ces sauvages. Par des habitants de certains quartiers de Neuilly-sur-Marne ? Oui, notamment, qui se sont donné rendez-vous, une cinquantaine qui a déboulé un peu partout, qui a commencé ses heures à partir de 1h, 1h30 du matin, et qui s'est défoulé jusqu'à 4h30 du matin en évidemment se filmant sur les réseaux sociaux. C'est vraiment terrible. Moi, je suis terriblement choqué par ces scènes d'horreur. Et honnêtement, c'est le service public le plus essentiel qui a été touché hier soir. C'est le symbole même de la République qui est atteint. Quand on touche à une école, c'est l'éducation qui est touchée. Quand c'est la sécurité avec la police municipale, le social avec le logement et la culture avec la médiathèque. Donc moi, j'en appelle vraiment à une réaction très ferme, rapide de la part de l'État, sans aucune impunité et sans tomber dans la culture de l'excuse. Il faut vraiment qu'on soit tous très fermes face à ces faits et ces délinquants criminels même, parce que c'est des actes d'incendie volontaire. Hein, donc voilà. Oui, c'est criminel, des actes d'incendie volontaire. Je rappellerai, et vous allez le faire mieux que moi, vous êtes le maire de cette commune de Saint-Denis, vous êtes confronté au quotidien aux difficultés rencontrées dans la vie par beaucoup d'habitants qui ont vu par exemple leur voiture brûler. Ce ne sont pas des habitants de quartiers riches qui voient leur voiture brûler, ce sont justement les habitants qui habitent dans les quartiers dans lesquels habitent aussi ceux qui mettent le feu. Mais bien sûr, vous savez, dans le quartier en question, on a 90% de logements sociaux. C'est l'héritage d'années, d'une politique désastreuse qui a été menée. Ce que je constate, c'est que quand le service logement brûle, en gros, si c'est des enfants, si ce sont des jeunes du quartier, il y a de fortes chances que leur propre dossier de logement de leur famille est brûlé avec. C'est l'école maternelle qu'ils ont fréquentée. C'est la médiathèque dans laquelle peut-être ils n'ont pas assez mis les pieds. C'est aussi le service de la sécurité et la police municipale qui vient en aide à leurs parents, à leurs familles quand ils sont en difficulté. Donc en fait, ces personnes-là réagissent de manière irréfléchie, inqualifiable, innommable, sans réfléchir un seul instant aux conséquences qui vont retomber sur leur propre famille. Moi je ne vais pas pleurer pour eux, mais c'est la bêtise monstrueuse de ces personnes qui est démontrée par ces actes. Que craignez-vous ce soir et les nuits prochaines ? On est tous très très mobilisés. Moi, j'ai peur d'une chose, c'est que quand on voit les images des véhicules de la police municipale qui flambent, qui tournent sur les réseaux sociaux et sur toutes les chaînes d'infos en continu, j'ai peur que ça soit un premier trophée qui en appellerait d'autres à venir. Donc, on est tous très mobilisés. Moi, dans ma ville, les services, la police de manière générale. Moi, j'en appelle à un renfort évidemment très important de la police nationale pour qu'elle soit au rendez-vous. Et demain, j'espère aussi que l'État sera au rendez-vous pour nous aider à reconstruire tous ces équipements partis en fumée hier soir. Vous avez réussi à établir des contacts avec certains responsables de ces émeutes, des associations qui travaillent dans les quartiers ou des... Non. Non, enfin, ces émeutiers, si vous voulez, sont masqués, cagoulés, ils déboulent à 1h30 du matin, donc on a des idées sur qui ça peut être. Mais c'est pas mon rôle d'aller discuter avec des criminels. Enfin, moi, je discute pas avec des criminels. Les criminels, la seule réponse qu'ils doivent avoir, c'est celle de la justice. Et une justice qui soit pas laxiste et ferme. Donc voilà, moi, je discute pas avec ces gens-là. Derrière, ce qu'il nous faut, c'est une réponse rapide. Quand je pense que certains estiment que pour rétablir l'ordre, il va falloir presque faire appel à ceux qui organisent les trafics. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand il y a trafic dans un quartier, c'est plus calme. Et c'est vrai que les trafiquants, les responsables de tous les réseaux, eux, n'aiment pas quand il y a des émeutes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Absolument, mais non, moi je tomberai pas là-dedans. On n'est jamais tombé là-dedans depuis 3 ans à la tête de la mairie. Moi je dénonce évidemment ceux qui veulent céder à cette facilité-là. Il faut être ferme et irréprochable. Non, moi je ne m'appuierai pas sur les dealers pour calmer une quelconque situation. Merci à vous. Merci à vous. Merci et bon courage. 10h52, bonne journée. Cédric Boyer est avec nous. Force ouvrière justice, le centre pénitentiaire de Fresnes, la prison de Fresnes. Cédric Boyer, bonjour.
Bonjour monsieur. Hier, des surveillants de prison ont été attaqués au mortier par des jeunes émeutiers. Tout à fait, dans la nuit, on a eu des individus qui ont tenté de s'introduire sur le domaine pénitentiaire. Donc, ils se sont pris au poste de police où les agents s'y trouvaient pour faire leur faction. Donc, ils n'ont pas hésité à attaquer les collègues à coups de mortier, à coups de parpaing, avec divers objets qu'ils ont pu récupérer aux alentours. Donc nous condamnons fermement ces actes de violence. C'est tout à fait inédit au centre pénitentiaire de Fresnes. Moi, ça fait pas mal d'années que je suis en place et c'est la première fois qu'on voit la violence y régner de telle façon, quoi. Est-ce que ces émeutiers ont tenté de s'introduire dans la prison pour faire évader des détenus? Non, ça c'est, je sais pas qui. J'ai lu ça. Mais les journalistes devraient vérifier leur source avant de dire n'importe quoi. Ils ont tenté de s'introduire sur le domaine pénitentiaire et aujourd'hui, nous, FO Justice, on réclame des moyens au niveau des abords de l'établissement pénitentiaire avec la mise à disposition des forces de sécurité intérieure pour assurer les abords de l'établissement. Mais à côté de ça, Fresnes, on est un établissement qui est vraiment compliqué en termes de gestion. Nous souffrons de sous-effectifs et le garde des Sceaux, moi je souhaite l'interpeller en direct sur votre antenne. Il doit nous donner les moyens humains pour pouvoir pallier et gérer ce genre de problème. Là, on va partir sur l'été. Vous savez très bien comment ça se passe l'été en détention avec la canicule. On a des cocktails, on va dire explosifs, qui sont déjà à disposition en détention pour que la situation puisse déraper en détention. Mais pour pouvoir mettre les moyens, il faut qu'il arrive à recruter. Et pour recruter, le garde des Sceaux doit entendre le projet de force de la justice, à savoir le projet de réforme statutaire de la catégorie A à la catégorie B, avec l'avancée indemnitaire statutaire pour permettre d'élargir le recrutement. Aujourd'hui, les derniers recrutements des centres pénitentiaires, c'est 20% des candidats qui sont présentés au concours. Donc vous voyez, on a fait comme on a pu hier soir. Les agents ont répondu présent, ont fait preuve de solidarité. Beaucoup d'agents qui ne travaillaient pas, qui étaient chez eux, se sont déplacés, se sont mis à disposition de l'encadrement pour pouvoir intervenir et contenir et empêcher ces individus de s'introduire sur le domaine. Et ainsi, on a pu garantir l'intégrité de l'établissement, mais aussi des habitations sur le domaine pénitentiaire. Merci beaucoup, Cédric Boyer. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio et cet appel lancé au garde des Sceaux. Alors, évidemment, la situation est sérieuse. Je ferai attention, encore une fois, parce que quand je vois tout ce qui se dit ici et là, à l'extrême gauche, où on n'appelle pas au calme. Vous vous rendez compte de la responsabilité? Et on va en parler entre 11h et midi. On n'appelle pas au calme. La famille non plus, qui n'appelle pas au calme. Vous vous rendez compte de la responsabilité? Et puis de l'autre côté, vous avez une extrême droite qui nous dit il faut tout de suite se mettre en situation d'urgence, en état d'urgence, comme si la France était en guerre. Non, soyons calmes. Soyons calmes, regardons les faits, mais surtout, n'ajoutons pas d'huile sur le feu. Et puis, que les responsables politiques, du président de la République jusqu'au moindre député, que chacun fasse attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Parce que c'est essentiel. La situation, oui, elle est sérieuse. Mais elle n'est que sérieuse pour l'instant. Faut pas non plus. La France n'est pas à feu et à sang non plus. Et les médias, évidemment, les réseaux sociaux sont là pour enflammer les choses. Les médias, évidemment, les chaînes de télévision continuent, qui dès qu'il y a un petit feu de poubelle se précipitent et filment toute la journée, évidemment. Et les réseaux sociaux, à travers les déclarations des uns et des autres. Gardons notre calme. Il est 10h56. Vous êtes sur Sud Radio ici. Seuls nous intéressent les faits. 3 politiques, 3 députés seront avec nous dans quelques instants. Ils sont de bords politiques différents. Nous allons voir ce qu'ils disent. Ça va être intéressant de les écouter et d'entendre leur débat. C'est Sud Radio, c'est le Jeudi Politique, 10h57. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h03, Jeudi Politique comme tous les jeudis. Nous recevons des élus, sénateurs ou députés. Aujourd'hui, 3 députés qui sont venus nous voir et répondre et débattre. Surtout, répondre à vos questions si vous le souhaitez. 0826 300 300 si vous voulez intervenir. Expliquer ce que vous vivez parce que c'est l'essentiel, évidemment. 3 députés de 3 bords politiques
politiques différents. Alors, je commence avec Nathalie Oziol, qui est députée La France Insoumise de l'Hérault. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Franck Alizio, député des Bouches-du-Rhône et porte-parole du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Et Carl Olive, qui est député Renaissance des Yvelines. Bonjour. Bonjour Jean-Luc Bourdin. Et bonjour à tous les trois. Alors, nous allons commencer avec ce qui s'est passé la nuit dernière, avec ces émeutes, ces colères dans de très nombreux quartiers de France, en Île-de-France, mais aussi dans de nombreuses villes, Toulouse, Amiens, Saint-Étienne, Dijon, Clermont-Ferrand, Strasbourg, et j'en passe, avec des bâtiments publics, avec des commissariats incendiés, des mairies, des salles des fêtes, des voitures de police municipale, des pompiers agressés, 150 interpellations. Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. D'abord, vous condamnez tous les trois cette violence. Qui veut commencer? Nathalie Oziol. Moi, je condamne ce qui a amené à cette situation-là, en fait. Attendez. Est-ce que vous condamnez cette violence? Moi, vous savez, hier, j'étais au rassemblement, par exemple, de défense des soulèvements de la terre. Il y avait là des collectifs de quartiers populaires, des jeunes, qui scandaient, suite à cet événement, quand même, on peut parler d'un drame humain, puisqu'un jeune de 17 ans est mort, abattu par un policier. On reviendra sur le... Et ils scandaient pas de justice, pas de paix. Donc c'est très clair ce qui est demandé ici, c'est que la justice soit faite. Et bien que la justice soit faite, tout le monde va être d'accord, je pense, autour de la table, que justice soit faite. On est bien d'accord, et que la justice passe. Tout le monde va demander la même chose. Je pense qu'il n'y a pas un citoyen français aujourd'hui qui n'a pas envie de dire que la justice passe et que la justice soit faite. De tout bord politique. Oui, mais pour cela, il aurait fallu déjà éviter des effets de communication qui, à peine le jeune tué, on a entendu qu'il aurait foncé sur les policiers, etc. Vous avez raison, Mais, pardon, les effets de communication, ça vient de partout, malheureusement. Mais Nathalie, je vous repose la question. Nous, on reste sur les faits à chaque fois. Alors, sur les faits, nous allons y revenir. Nathalie Oziol, je vous pose une question. Est-ce que vous condamnez... Est-ce que vous êtes député La France Insoumise? Est-ce que vous condamnez ces émeutes? Mais si vous voulez mon avis sur le fait de brûler des voitures, etc., moi, je pense que c'est pas la bonne manière de faire, mais pour autant, vous savez que les voitures qui brûlent sont les voitures des habitants des quartiers, des habitants qui n'ont pas les moyens, donc le peu qui de changer leur voiture. Populaire, mais pour autant, ça n'enlève pas le fait que vous avez là une réaction spontanée de gens qui sont en colère, qui sont tristes, parce qu'un jeune est mort de manière quand même totalement injuste. Et c'est ça que l'on retient, je crois. Et c'est ça que les habitantes et les habitants essaient d'exprimer ici. Et parce que aussi, il y a eu des mensonges avant cela. Par exemple, lorsque Gérald Darmanin a dit, lors d'une séance de questions au gouvernement, que le nombre de morts suite à des refus d'obtempérer avait diminué. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça a augmenté depuis 2017. Donc ça, c'est un mensonge. Et ça participe, si vous voulez, à un climat qui n'est pas serein. Nathalie Oziol, je vous repose parce que vous savez, je suis têtu. Non, vous n'arracherez pas de ma part est-ce que vous appelez au calme? Non, je réponds pas aux injonctions, aux condamnations. C'est pas une injonction, c'est une question. Non, j'appelle pas au calme, j'appelle à la justice. C'est une question. Est-ce que vous appelez au calme? J'appelle à la justice. Bon, vous n'appelez pas au calme ce matin. On est bien d'accord. Comme la famille n'appelle pas au calme. Nous allons y revenir. Franck Alizio. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous avez entendu. Est-ce que ce matin vous condamnez? Est-ce que vous appelez au calme, vous? Est-ce que vous appelez au calme? Évidemment qu'on appelle au calme. Évidemment qu'on appelle au calme. Enfin, je veux dire, ce qui se passe depuis 48 heures est scandaleux. Je veux dire, vous appelez au calme en demandant qu'on décrète l'état d'urgence. Rien ne justifie. C'est une façon d'appeler au calme? Je sais pas si c'est l'état d'urgence. Enfin, c'est ce que vous demandez. C'est ce que demande Éric Zemmour. C'est ce que demande Éric Ciotti. Pas Marine Le Pen. Éric Zemmour et Éric Ciotti ne sont pas dans mon parti et pour l'instant Marine Le Pen n'a pas clairement demandé l'état d'urgence. Pour l'instant on a une réunion de crise qui est une réunion de com du président de la République qui fait des images. On attend des actions. Je suis toujours choqué de voir que NUPES a du mal à condamner ce qui se passe dans la rue, c'est-à-dire on se donne le droit à des crimes et des délits pendant des nuits entières. Enfin, je veux dire, en l'occurrence,
violence, le crime qui a été commis ici, c'est qu'un policier a tiré sur un jeune de 17 ans. Et qu'avez-vous à dire là-dessus? Qu'avez-vous à dire sur le fait qu'un jeune de 17 ans a été abattu par un policier? On a dit tout de suite que c'était évidemment un drame. Maintenant, c'est le résultat de votre politique, de la politique d'Emmanuel Macron, de 30 ans de laisser aller. Ça vient de très loin, ça vient de très loin. Il y a 30 ans, on n'était pas non plus au gouvernement. Si on avait vous trompez là, je crois. Depuis le début, une politique de sécurité, une politique de tolérance zéro, eh bien, il ne serait pas mort, le jeune adulte. Il serait en prison. Voilà. Et en prison, il aurait été. Mais en prison, en prison, à quel titre? 15e mention en son casier judiciaire. 15e mention au casier judiciaire. La tolérance zéro, c'est au premier délit. On va en prison. Et alors, parce qu'il a un casier judiciaire, s'il avait un casier judiciaire, ce qui n'est même pas vrai, ça justifierait qu'il se soit fait abattre. Mais 15e mention. Évidemment que non, j'ai pas dit ça. Mais c'est exactement ce que vous insinuez. S'il vous plaît. Il n'aurait pas été exécuté. S'il vous plaît. C'est ça le problème. S'il vous plaît, je vous repose la question. Ensuite, je vais donner la parole à Carl Olive. Je vous repose la question à Nathalie Osiol. Est-ce que vous comprenez les violences d'hier soir? Mais vous vous rendez compte les mots ont un sens. Oui, mais vous vous rendez compte quand même que là, ce qu'on vient d'entendre, par exemple, c'est un garçon qui aurait dû être en prison, etc. Et moi, on me demande à moi de dire que le problème, c'est les violences. Mais alors je vous demande pas ça. Je vous demande, est-ce que vous comprenez les violences? Mais je vous pose la question. Je vous demande rien de plus. Est-ce que vous appelez au calme? Mais ce n'est pas vrai que ce genre de parole permet d'arriver au calme. Mais comment vous les condamner puisque Jean-Luc Mélenchon lui-même les a attisés. Jean-Luc Mélenchon a appelé à ces débordements. Il les a appelés, mais il les a personne suscités. n'appelle à des débordements. Relisez les tweets. Mais personne n'appelle à des débordements. C'est irresponsable. Carl Olive. Attendez. Carl Olive. Moi, je suis bouleversé pour notre pays. Je suis bouleversé pour notre pays. Parce que c'est un drame humain. C'est un drame humain pour Naël CQFD. C'est un drame humain pour sa famille. Mais c'est un drame humain également pour la police de notre pays. Et la justice le dira ou non, elle a été saisie très rapidement. Peut-être y a-t-il eu une erreur, une bavure, ça peut arriver, mais il n'y a certainement pas de généralisation par rapport au travail exemplaire. Ça peut arriver, ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver, mais ça peut arriver. Et il y a un travail exemplaire, et moi ne comptez pas sur moi pour lâcher les policiers et les forces de sécurité dans ce pays qui font un travail remarquable. Maintenant, la justice doit passer, mais la justice, c'est pas le tribunal médiatique, c'est pas le tribunal populaire, et c'est certainement pas le tribunal politique. Et moi, je veux dire à ma collègue de la France Insoumise que vous êtes tout simplement irresponsable. Ah, mais vous utilisez les mêmes mots que votre collègue du Rassemblement national. Laissez-moi parler, ce que je vous ai laissé parler, madame. Vous êtes totalement irresponsable. Oui. Ne pas être capable, une seule seconde, d'appeler au calme avec le temps de la justice qui va passer, qui a été saisi immédiatement, qui a été rappelé par le ministre de l'Intérieur et le président de la République. Ne pas être capable simplement de dire oui, il faut que nous appelions au calme. Et je vais vous dire pourquoi. Et moi, je ne suis pas étonné de votre attitude. Vous comme les autres, ne le prenez pas pour vous une tutu personnée. Mais ça fait 12 mois, un peu plus, que cette 16e législature, vous passez votre temps à provoquer, à insulter, à demander le chaos dans ce pays. Et je vais vous dire, j'en suis personnellement témoin. J'ai encore été... Le chaos dans ce pays, vous vous êtes débrouillé tout seul pour le mettre. Laissez-moi terminer. Encore la semaine dernière, on y reviendra peut-être, j'ai été menacé de mort par quelqu'un qui est totalement... Mais je défends pas ça, moi. Je condamne ceux qui condamnent à mort les élus. On n'est pas à l'Assemblée, là. Laissez-moi terminer. Ne me donnez pas de leçons comme ça de morale, s'il vous plaît. Par quelqu'un qui est totalement embrigadé par vos propres amis. Je vous le dis, vous êtes irresponsable pour le pays. Et ça peut très mal se terminer. Alors aujourd'hui, on doit tous ici, dans une concorde nationale, de toute obédience politique, appeler au calme. Et la justice va passer. Je pense qu'on doit tous... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, demander justice, me semble-t-il. Justice pour la mémoire de Naël, justice pour connaître la vérité, et justice pour la police aussi, qui a besoin de la justice. Je pense que nous serons tous d'accord. C'est ce que Tiens, il est 11h13, on va observer une petite pause, mais je vais insister sur cette notion de justice, parce qu'on attaque souvent la justice à juste raison, pour sa lenteur, pour son inefficacité, Mais me semble-t-il, et nous allons en débattre, me semble-t-il, dans cette affaire, la justice, pour l'instant, se comporte parfaitement, et tout est fait pour
qu'on arrive peut-être à connaître, et je l'espère, à connaître la vérité. Il est 11h13. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h16, merci d'être avec nous. Débat, évidemment, comme tous les jeudis, jeudi politique, 3 élus avec nous. Nathalie Oziol, députée LFI de l'Hérault. Franck Alizio, député des Bouches-du-Rhône, porte-parole du Rassemblement National. Et Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Et puis avec nous également Liliane, qui est une auditrice de Clamart. Bonjour Liliane. Bonjour. Vous habitez Clamart, donc, à 200 mètres de l'endroit où le tram a été brûlé. Exactement, exactement. Et lorsque j'ai écouté votre émission et les interventions des gens invités, ça laisse pantois. Puisqu'on a l'impression que ces gens-là ne vivent pas dans la réalité, ils vivent pas dans les quartiers où ça se passe en ce moment, puisque il y a un angélisme qui n'est pas justifié, puisque tout ce qu'on a vu hier soir, ce sont des gens qui ont organisé ce cassage, qui étaient des meneurs. Il y avait des gens à moto qui menaient les jeunes. Il y avait des guetteurs avec des talkie-walkies. Ce n'est pas une réaction, comme j'ai entendu à la radio, spontanée des gens qui souffrent pour la mort de pauvre jeune homme qui est mort. Ce n'est pas du tout ça ce qu'on a vu hier soir. Il y a des commerces qui sont cassés. En quoi ces gens-là, croyez-vous qu'ils sont aidés pour travailler, pour gagner leur vie demain et la semaine prochaine? Ils ont cassé une petite surface, un petit magasin, pour prendre des bouteilles d'alcool, pour faire des cocktails Molotov. Ils ont brûlé le tramway. Bien sûr que tout le quartier était et sans dessus-dessous. Ils tiraient avec des cocktails Molotov sur les balcons des gens. En quoi ce genre de comportement est justifié? Deuxième chose, on a appelé la police. Et la police, elle n'a fait qu'entourer cette action sans interpellation, sans rien du tout. Et à chaque fois qu'on appelait, on nous disait oui, on est au courant. Et après, il y a mes enfants qui étaient sortis manger dehors, qui ont plus de 16 ans, et qui ont été demandés en les interpellant, en disant venez, on va casser des Schmitt. Donc c'était organisé pour vous, Liliane, c'était clair. Bien, merci pour votre témoignage, Liliane. Organisé, oui, ça ne surprendra personne. Évidemment, ça ne surprendra personne parce que je rappelle que la mort de Naël a eu lieu mardi matin et qu'on était hier mercredi soir. Donc évidemment, chacun avait eu le temps de s'organiser. C'est pour ça que c'est tout sauf une peine spontanée, envie de justice. Évidemment que c'est organisé, évidemment qu'ils partent pour casser du flic, pour mettre le feu, pour incendier des équipements publics. Voilà, ça c'est l'occasion de se défouler. C'est pour ça que notre devoir de responsable politique, c'est d'appeler au retour au calme, au retour à l'ordre et à la justice. Voilà. Alors la justice, justement, dernières informations de la justice, le parquet a requis le placement en détention provisoire pour le policier, ce qui paraît complètement logique, vu, d'ailleurs c'est ce que dit le parquet, au vu des premiers éléments de l'enquête, il est tout à fait logique. Donc la justice passe, la justice fait son travail pour l'instant, Nathalie Oziol. Oui, mais heureusement qu'il y a eu la justice, mais que je ne comprends pas très bien. Une vidéo, en fait, par exemple, pour que ça existe. Mais je rappelle que la première version, c'était quand même que ce jeune homme était en train de foncer sur les policiers. Mais ce qui compte, c'est la justice. Vous êtes satisfaite que la justice travaille correctement? Oui, mais tant mieux que tout se déroule comme il faut. Mais qu'est-ce que ça veut dire peut-être de tous les jeunes qui jusque-là ont été accusés d'avoir refusé d'obtempérer parce qu'ils auraient foncé sur la police? Ici, il y a eu une vidéo qui a permis de démentir cela, qui a permis de montrer qu'il se passait en fait autre chose. Vous savez, c'est la situation de crise dans laquelle on se trouve, de défiance envers la police. Contrairement à ce qui traîne ici là comme idée, c'est pas nous à la France Insoumise qui avons créé cette situation-là. Quand vous voyez qu'en 2022, 13 personnes sont mortes pour refus d'obtempérer,
d'obtempérer. 2021, 4. 2021, donc vous voyez que c'est en train d'augmenter. Mais tout ça, mais en l'occurrence, on ne parle pas d'un policier qui est mort, c'est un policier qui a tiré sur un jeune. Donc non, il y a eu tout aussi cela des crée victimes. ce sentiment de défiance. Et c'est pas nous qui sommes responsables de cela. Très bien. Donc voilà pourquoi après me dire à moi d'appeler au calme, c'est un peu, c'est trop simple. Mais alors, bon, vous ne voulez pas appeler au calme, ça, je vais pas y revenir éternellement, on va pas passer l'heure. Les irresponsables, c'est ceux qui ont amené à cette situation. On va pas passer l'heure là-dessus, mais lors des refus d'obtempérer, il y a aussi d'autres victimes dont on ne parle absolument jamais. Ce sont les victimes de ceux qui ont refusé d'obtempérer et qui redémarrent et qui, 200 mètres plus loin, poursuivis par la police, percutent une voiture et tuent une famille innocente. Mais évidemment, mais moi j'ai pas dit que c'était bien de faire ça. Non, mais comprenez ce que je veux dire. Non, mais comprenez ce que je veux dire. Des morts, il y en a partout. Et il y en a dans tous les sens. Et il y en a dans tous les sens. Et un mort ne vaut pas mieux qu'un autre. Mais j'ai jamais fait de hiérarchie entre les morts, monsieur Bourdin. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai pas dit que vous l'avez dit. Moi, je rappelle les faits. Encore une fois, je m'intéresse aux faits. En ce qui concerne la justice, me semble-t-il, dans cette affaire, et on la critiquera si elle se comporte mal ou si elle ne fait pas son travail, aujourd'hui, la justice est en train de faire son travail. Donc laissons-la. Lorsque Jean-Luc Mélenchon appelle à la justice, on est bien d'accord, hein, dans son tweet. Oui. Sous-entendu, ça veut dire que la justice, j'ai un doute sur ce qu'elle va faire, sur son travail. Oui ou non? Mais attendez, quand je vous dis qu'il y a un nombre croissant de morts pour des refus d'obtempérer, peut-être qu'il y a un problème dans la façon, dans les méthodes d'interpellation et d'intervention sur des situations pareilles, sur des contrats. Donc, nous n'avons cessé de dire qu'il faut réviser la formation des policiers. Et ce serait peut-être le moment de l'entendre, parce que là, c'est un drame qui se vit, et c'en est qu'un. Parmi donc 13 en 2022 et on n'a pas fini l'année 2023. Pardon. Mais par ailleurs, voyez-vous, ce n'est pas tout ce qu'on propose. Nous pensons que la doctrine de l'emploi de la force, il doit être raisonné, mesuré, proportionné aux situations. En l'occurrence, il y a ici une vidéo qui permet quand même de dire que a priori, ce n'était pas proportionné à la situation. Bon. Ça, c'est un problème. Très bien. Vous ne rendrez pas la justice avant la justice, Nathalie Osiol. Mais alors est-ce que certains politiques ne rendent pas la justice avant la justice? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque? Je pose la question. Mais je crois que même sur ce coup-là, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réagi parce que vous avez vu toutes sortes de communications, notamment de syndicats policiers comme Alliance. De tous les bords, on a rendu la justice avant la justice. Non, ça c'est pas rendre la justice, c'est prendre. Gérald Darmanin a fait supprimer le compte, ou en tout cas a signalé le fait qu'un syndicat comme France Police salue un homicide. Vous vous rendez compte? Ça c'est du calme. De quelque chose d'inexcusable. Est-ce que le président n'a pas eu tort? Moi je trouve que le président a parlé trop vite et de manière excessive. Je parle même pas évidemment de l'extrême gauche de Mélenchon. Voilà, la seule réaction mesurée pour l'instant, responsable et en même temps pour dire la vérité, c'est celle de Marine Le Pen hier, qui a dit la vérité, qui a tenu à la vérité et a un esprit de responsabilité. Vous mettez de l'huile sur Juste un chiffre sur le refus d'obtempérer pour voir comment. Quand on met ça en perspective, les refus d'obtempérer, en 1993, c'est pas il y a 50 ans, c'est il y a 60 ans, en 1993, 1000 refus d'obtempérer par an en France. Aujourd'hui, 25 000 refus d'obtempérer en France. C'est le signe, c'est le symbole d'un ensauvagement de notre société. C'est le sisme de 30 ans de laxisme. Et évidemment, les policiers sont face à ça. Quand vous avez un refus d'obtempérer qui explose, il faut s'interroger sur leurs conditions de travail. Dans l'augmentation du nombre de refus d'obtempérer, il y a des quantités de raisons. Il n'y a pas que parce qu'il y a un ensauvagement de la société. Évidemment, d'abord parce qu'aujourd'hui les moyens d'information sont bien meilleurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est parce qu'aujourd'hui les contrôles sont beaucoup plus nombreux. Il y a des quantités de raisons. On va pas refaire l'histoire des refus d'obtempérer. On a chacun des explications. Mais d'abord, moi, je suis évidemment satisfait, même si on n'a pas à commenter, que la justice ait fait preuve de célérité sur ce dossier. Je crois que c'était aussi un préalable. Que malgré tout, le calme soit appelé globalement, et encore une fois, je le redis, je trouve irresponsable de la France insoumise de ne pas avoir un discours très clair sur le sujet. Et après, je regrette quelque chose.
c'est que malheureusement, ces jeunes, parce que souvent ce sont ces jeunes, et je rejoins votre auditrice, des jeunes organisés, j'ai moi-même appelé à la fois les forces de sécurité, j'ai appelé aussi la communauté musulmane de mon territoire, que ces jeunes ne se rendent pas compte finalement qu'ils tirent une balle contre eux-mêmes dans leur pied. On joue contre son camp parce que qu'est-ce qui se passe cette nuit depuis 2 jours? Ce sont les services publics, mais ce sont les médiathèques, ce sont les centres communaux d'action sociale, Jean-Jacques Bourdin, et ce sont les propres endroits qui sont les tramways, les écoles qui sont utilisés par les propres familles. Mais est-ce que vous comprenez, là je vous pose la question à tous les trois, que la mère de Nahel n'appelle pas au calme? S'il y en a une qui a le droit de ne pas appeler au calme, parce que la douleur, parce que la douleur est insurmontable, c'est elle. Je vous pose la question parce que c'est. Mais ils appellent à une marche blanche à 14h à Nanterre, par ailleurs, à laquelle je serai, bien sûr. Et donc, il y a besoin aussi de souligner. Est-ce que vous pourriez aller à cette marche blanche, vous, Franck Alizio? Ça dépend par qui elle est organisée, ça dépend parce que elle est organisée par la famille. Et quelle forme ça va prendre. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas tous les élus de tous bords? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas tous les élus de tous bords marcher à la mémoire de Nahel? Oui, mais vous pourriez ou pas? C'est comme la minute de silence hier. Si c'est pour la mémoire d'un jeune adulte qui est mort et on ne sait pas encore dans quelles circonstances et donc on attend la justice, la réponse dans l'absolu est oui. Si c'est une mise en cause de toute la police pour mettre la responsabilité sur la police et la mettre en accusation, non, évidemment. Parce que je constate quand même, c'est que Carlos Bilongo, quelqu'un que je respecte beaucoup à la France Insoumise, député de la France Insoumise, s'est déplacé dans les quartiers et a été très mal accueilli sur ce sujet. Je crois que même menacé, la famille, exactement, et je le regrette profondément, et je le dis, je le regrette profondément. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que, alors, pour le coup, j'ai pas la même lecture, Jean-Jacques Bourdin, de la famille. Elle a effectivement, et je rejoins ce que disait ma collègue de la France Insoumise, appelé à une marche blanche qu'elle a baptisée la marche de la contestation, de la révolte, de la colère, de la révolte, effectivement de la révolte. C'est le temps du deuil, c'est le temps aussi du respect. Et puis derrière, il y aura le temps de l'explication et surtout le fait de la justice. Et que faisons-nous, mais tous ensemble, pas les uns à côté des autres, pas les uns derrière les autres, pas les uns contre les autres, pour faire en sorte que ce pays soit apaisé et qu'effectivement la règle soit appliquée et jamais interprétée. Bien, il est 11h28. De très nombreux auditeurs, évidemment, sont là pour réagir, notamment Gérard, qui est indigné par ce qui est arrivé à Nahel, et pose 2 questions, il va vous les poser. Et puis Samy, qui est chef d'entreprise à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, qui a aussi envie de s'exprimer. Vous êtes sur Sud Radio, merci, 11h28. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h31. Alors, nous débattons, comme tous les jeudis, évidemment. Nathalie Oziol, députée de la France Insoumise de l'Hérault, est avec nous. Franck Alizio, député des Bouches-du-Rhône et porte-parole du Rassemblement National, et Carl Olive, qui est député Renaissance des Yvelines. Et puis nos auditeurs, vous êtes nombreux. Gérard, par exemple, qui est au Puy-en-Velay. Bonjour Gérard. Bonjour Jean-Jacques. Merci. Je vous remercie de m'avoir pris sur votre radio, ça me fait vraiment plaisir. Et je voudrais aussi souhaiter toutes mes amitiés à vos invités. Voilà. Déjà, je comptais m'indigner, premièrement, et souhaiter toutes mes condoléances à cette pauvre famille de ce jeune Nahel qui est décédé et à cette pauvre famille de ce policier qui a été mis, enfin en tout cas, en garde à vue. Voilà. Oui, parce que la famille du policier est menacée, hein, je le précise. Mais je peux le comprendre, et vu tout ce qui se passe dans notre pays en ce moment, je le comprends également. Ceci dit, en tant que citoyen lambda, j'ai envie de dire, je me pose des questions sur les circonstances de cette tragédie, finalement. C'est une question toute simple, c'est que nous n'avons aucun renseignement jusqu'à présent, à moins que vous soyez mieux au courant que moi, sur la provenance de ce véhicule, à savoir la Mercedes AMG jaune. Loué au Luxembourg. Alors d'accord, loué, mais par qui? Ah, ça, l'enquête le dira. Ah, voilà. Je n'ai pas la réponse. D'accord, ok. Et puis deuxièmement, ce jeune homme n'était pas seul à bord. 2 autres personnes à bord. Effectivement. Et nous n'avons aucun renseignement sur ces jeunes gens. Jeunes gens, je suppose jeunes, vu que Nahel n'avait que 17 ans, j'imagine qu'il n'était pas avec quelqu'un de 60 ans. Mais bon, en attendant, qui sont ces protagonistes? Que faisait-il dans cette voiture? Et enfin, dernière question, qui me semble assez légitime, ayant eu moi-même 3 enfants,
c'est qu'est-ce que ce jeune homme, accompagné de ces jeunes gens, faisait à 8h20 du matin sur un périphérique de Nanterre, si mes renseignements sont bons, alors qu'à cet âge-là, mes enfants, moi, étaient soit au lycée, soit en apprentissage, enfin en tout cas... Non mais Gérard, là, attendez, là, ils ont le droit d'être sur un périphérique à 8h20 du matin. Hein. À 17 ans, pardon. Non, alors à 17 ans, ils n'ont pas le droit de conduire. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, mais maintenant, pour être concis, est-ce qu'on a des renseignements sur les questions Écoutez, Gérard, pour l'instant, je ne peux pas répondre à ces questions, mais ce sont des questions qui vont, évidemment, qui obtiendront des réponses dans l'enquête. Alors, moi aussi, j'en ai plein de questions sur l'enquête, hein, des quantités. Où était précisément le policier lorsqu'il a tiré? Est-ce qu'il était... il dit qu'il était face à la voiture. Apparemment, la vidéo dit non. Il y aura une enquête balistique aussi. Il y aura. Vous vous rendez pas compte? Est-ce que l'autre policier, quel était le rôle de l'autre policier? Est-ce que l'autre policier a frappé Naël ou pas? Est-ce que des paroles ont été prononcées? Est-ce qu'il y a eu des sommations de la part des policiers? Enfin bon, il y a des quantités de questions qui sont posées. Mais ce n'est pas à moi de répondre, ni à nous autour de la table de répondre, ni à vous. Vous ne le savez pas, moi non plus. C'est là où je dis que la justice doit travailler. Et elle travaille d'ailleurs. Samy, Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Bonjour Samy. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à Sud Radio. Ça va très bien, ça me fait plaisir de vous avoir, Samy. Pareillement, Jacques, merci beaucoup. Moi je vous appelle donc concernant les émeutes, parce que hier, à savoir qu'à Tremblay en France, il y a eu beaucoup de dégâts, des voitures brûlées, c'était incroyable à voir, on n'a peut-être pas parlé à la télé. Donc je suis passé par là en coupant par la route et j'ai vu ça, c'est horrible quoi, parce que dans le sens où les émeutes ne sont pas justifiées. Aujourd'hui, ce qu'a fait l'agent policier en tuant ce jeune homme, il aurait dû réfléchir parce que attention, le jeune était complètement fautif, il n'y a pas de souci, surtout la délinquance, la remontée de délinquance qu'on voit actuellement. Et là, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avec les dernières émeutes avec les gilets jaunes, etc. Donc je pense que la police doit avoir un peu de retenue pour éviter que ça s'embrasse, quoi. Oui, c'est vrai que la police doit aussi avoir de la retenue, Carl, évidemment. Mais la police, à 95%, peut-être même plus, a de la retenue. La police, elle est là pour nous protéger, ça fait partie même de notre Constitution, c'est un gage de liberté. Après, malheureusement, je dis bien malheureusement, il peut y avoir des erreurs et la justice démontrera ou non si effectivement il y avait erreur. Mais encore une fois, je pense qu'il faut surtout ne pas faire d'amalgame parce que ce serait terrible. Et encore une fois, moi je pense aux forces de police de notre pays qui ce matin sont très tristes également. Je pense, et je voudrais aussi le dire, Jean-Jacques Bourdin, je pense aussi aux maires de nos villes qui ce matin sont totalement dévastés. J'entendais le collègue maire de Mont-Saint-Barreuil dans les Hauts-de-France. C'est terrible quand vous vous battez au quotidien pour des investissements, pour des services publics et qu'en pleine nuit votre mairie quasiment est rasée, que vos services publics sont dévastés alors que vous travaillez pour justement vos administrés. Je vous promets que je suis abasourdi par rapport à cela. Je voudrais rappeler quand même ce qu'on ne dit plus parce qu'il y a une forme de banalisation, c'est que des agressions gratuites, il y en a tous les jours. Bien sûr. Contre des policiers, contre des pompiers, contre des médecins. Donc il y a quand même... Contre des enseignants. Contre des enseignants. En ce moment, toutes les nuits qu'on passe, les pompiers sont systématiquement attaqués. Systématiquement attaqués, les pompiers. Lorsqu'ils viennent éteindre les incendies qu'allument les criminels et les délinquants. Alors, je vous pose une question et je vais me tourner vers Nathalie Oziol. Une partie des Français, jeunes pour la plupart, ont l'impression de ne pas exister, de ne plus compter. C'est une réalité. Et notamment ces jeunes qui habitent dans des banlieues. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, c'est pas un constat qui est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Nous, à la France Insoumise, on alerte sur la situation de ces jeunes qui se sentent effectivement complètement isolés, oubliés et même stigmatisés, il faut le dire.
C'est-à-dire que dans les quartiers populaires, vous avez des taux de chômage qui explosent, par exemple, des opportunités de travail qui sont moindres, et puis un problème aussi dans la relation de la police à cette partie de la population. Parce que quand on est contrôlé plus fréquemment que lorsqu'on est blanc, par exemple, lorsqu'on est perçu comme noir ou arabe et que, oui, c'est des fois 3, 4, 5 contrôles dans la journée, si vous voulez, tout ça ne participe pas du tout à une situation d'apaisement. Je voudrais d'ailleurs revenir sur l'intervention du premier des deux auditeurs, qui, en posant des questions du style que faisait ce jeune homme sur le périphérique à 8 heures, tout ça, en fait, ce ne sont pas des questions pertinentes quand même. Ça voudrait dire quoi? Qu'on cherche en fait des excuses, des prétextes à ce qui s'est passé? Pardon, mais la justice posera la question. Mais c'est clair. Mais évidemment. En plus, on peut quand même partir d'un principe simple. La peine de mort n'existe plus en France. Donc même lorsqu'on refuse d'obtempérer, même lorsque tout ça ne vaut pas une balle dans la tête. Attendez, vous pensez que là il y a eu exécution? Je crois que tout le monde a vu ces images circuler quand même. Pour vous, vous rendez la justice, donc exécution. Je crois qu'il s'est passé quelque chose de grave. Moi, je ne tranche pas maintenant. Mais je dis qu'il y a quand même de sérieux doutes sur les circonstances. Assassinat. Il y a un policier qui tire à bout portant. Est-ce que le policier a assassiné ce jeune? Il tire à bout portant sur la personne. Comment ça sera qualifié? C'est un homicide. Comment cet homicide sera qualifié? La justice rendra justice. Il faut faire très attention à ne pas rendre la justice trop vite. Moi, je ne rends pas la justice. Mais on peut quand même dire qu'on arrive ici... On peut poser des questions. Mais on peut aussi dire que ce type de situation aurait pu être évité si des communications outrancières, insultantes, comme celle de syndicats que sont Alliance, n'avaient pas été protégées, couvertes par Gérald Darmanin, par l'extrême droite également, puisque Marine Le Pen n'a rien fait d'autre que reprendre mot pour mot le communiqué d'Alliance Police. Pas un mot pour la victime, soit dit en passant. Si bien que même Gérald Darmanin, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, a signalé le compte de France Police qui faisait l'apologie de l'homicide en disant bravo pour ce qui s'est passé. Mais comment peut-on supporter cela? Comment en est-on arrivé à ça? Eh bien, c'est des décennies de protection de ce genre de propos et d'attitudes qui ne sont rien et qui n'emmènent rien au calme actuellement. Ça, alors, le procureur dit les conditions d'utilisation légale de l'arme n'étaient pas réunies. Le parquet requiert la détention provisoire du policier auteur du tir. L'autopsie indique que le décès a été causé par un tir unique. Bon, déjà, ce sont des éléments. Preuve que la justice avance. Carl Olive. Mais sur les quartiers populaires, moi je suis pas d'accord avec la collègue. J'ai été maire de Poissy pendant 8 ans. Je viens des quartiers populaires. Il n'y a pas de taux de chômage qui est enflammé. Il faut bien sûr que non. Et simplement, puis on ne peut pas généraliser en plus. Et puis il faut surtout, pour le coup, dans les quartiers populaires, c'est quand même une grande tendance. Non, mais attendez, il faut surtout pas généraliser. Et c'est comme ça qu'on va stigmatiser ces populations. Vous parlez de chômage. J'ai fait un rapport sur l'insertion des jeunes dans les quartiers populaires. Il se trouve au travers du sport. Mais quand vous faites confiance à ces jeunes, vous n'avez pas de difficulté. Arrêtez avec vos clichés. C'est insupportable. Attendez, je termine. Quand monsieur Mélenchon dit la police tue, mais c'est pas d'hier qu'il dit ça. Ça fait des années. Et alors, elle a pas tué, non mais, c'est pas la police, franchement, mais c'est insupportable. 13 morts pour refus d'obtempérer en 2022, je rappelle. C'est insupportable, vos amalgames. La généralisation de ce que vous faites, c'est qui avait été tuée. J'aurais bien voulu vous entendre lorsque les policiers ont été tués. Mais vous n'avez jamais rien à dire sur les gens qui se font tuer par des policiers. Non mais attendez, est-ce qu'on peut parler de 2 minutes? Mais vous m'invectivez, en l'occurrence, vous m'interpellez, pardon, pas invectiver, interpeller. Oui. Alors, Carl Olive. J'aurais bien voulu, par exemple, vous entendre lorsque des policiers, lorsque des pompiers sont très gravement blessés sur des refus d'obtempérer. On vous a jamais entendu. Moi, j'aimerais que vous arrêtiez de provoquer dans la société comme vous le faites systématiquement depuis 1 an, quand vous menacez, que vous promenez, que vous mettez le ballon sur un pied avec à l'effigie du président de la République ou du ministre du Travail, lorsque vous embrigadez cette jeunesse à vraiment gratuitement, qui entraîne, et je vous le dis, directement ou indirectement, des menaces directes sur les élus. Vous voulez que je vous donne un exemple? Alors je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, j'ai un jeune de 20 ans, étudiant, qui a menacé de me tuer devant
devant chez moi, en mettant l'adresse, etc. Et en creusant... On salue ça, on encourage ça. Attendez, je vais vous dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement un de chez vous qui avait mis en pâture des noms de députés sur une soi-disant interdiction du repas à 1 euro. Et quand je suis allé voir... Les scrutins sont publics, tout le monde peut les consulter. Non, mais bien sûr. Et donc quand en quoi est-ce notre responsabilité? Et quand je suis allé voir les parents, parce que j'ai souhaité voir les parents que je connais, en présence du jeune, quand vous creusez un petit peu, vous apercevez que ce jeune, il est politisé, et vous savez et vous apprenez qu'il est totalement embrigadé par rapport aux provocations gratuites. C'est une interprétation totale que vous faites, embrigadé, c'est votre interprétation. Mais comme les chefs d'entreprise sont des voyous, dans laquelle on se trouve dans le pays maintenant, c'est la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité de l'État. Bien, nous allons écouter un extrait du procureur, si vous voulez bien. Le procureur qui nous parle du placement en détention provisoire et les conditions de l'usage de l'arme. Écoutez. En l'état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Par conséquent, à l'issue de sa garde à vue, le policier mis en cause pour avoir fait usage de son arme a été déféré aujourd'hui devant 2 magistrats instructeurs co-saisis dans le cadre d'une ouverture d'information judiciaire du chef d'homicide volontaire. Au regard des faits, de la nécessité de préserver les investigations, le parquet a requis le placement du policier auteur du tir en détention provisoire. Voilà, bon, c'est clair. Usage, il n'aurait pas dû tirer, quoi. Voilà ce que dit le procureur. Bon, après, est-ce qu'il a tiré parce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a tiré par réflexe? Ou est-ce qu'il a voulu? Il a voulu tirer, c'est-à-dire qu'il a voulu tuer. C'est dans tous les cas, il ne devait pas tirer. Non, mais ça... Non, mais je sais pas par rapport à vous. Tout le monde est d'accord. Mais qui dit il a eu raison de tirer? Qui dit ça? Vous dites ça, Franck Alizio? Non, par définition, moi je ne commande pas pour l'instant, j'ai pas assez d'éléments. Oui, non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous dites ça? Je ne le dis pas et je ne dis pas l'inverse. Est-ce que vous dites qu'il a eu raison de tirer? Non. Par définition, je ne connais pas le... Bon. Et personne ne peut dire il a eu raison de tirer, ou personne ne peut dire il a tiré par hasard. Non, mais par exemple, vous savez, donc moi j'ai dit que notre groupe politique, nous avions déposé une proposition de commission d'enquête sur les méthodes d'intervention lors des refus d'obtempérer, notamment depuis la loi de 2017 qui a été entérinée par Bernard Cazeneuve. Dans le même temps, le Rassemblement national proposait une proposition de loi sur la présomption de légitime défense pour les membres des forces de l'ordre. Ça, c'était en janvier. Ce qui signifie que dans ce cas-là, automatiquement... C'est toujours notre proposition, c'est dans le programme de Marine Le Pen. Et donc ça signifie que, automatiquement, le policier se retrouverait en situation de légitime défense. Heureusement que nous avons une vidéo qui montre qu'il ne s'agit peut-être pas de légitime défense. Mais il y aurait une présomption de légitime défense. Mais il y aurait quand même une enquête, quand même une justice. Et le policier, s'il avait fait une faute, il aurait quand même été condamné. Mais qu'en savez-vous? Avec une telle proposition de loi, ce n'est pas le cas. Vous savez, c'est comme la présomption d'innocence. Au début, on est présumé innocent et si on est coupable, on est coupable. Mais la présomption de légitime défense pour un policier, ce serait pareil. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Je pense que sur ce sujet, et tant mieux encore une fois, je pense qu'ici on peut se féliciter que la justice ait été rapide et sans conférer. Je me souviens de ce qui se passait lorsque malheureusement des policiers ou des pompiers ont été gravement blessés ou malheureusement sont décédés comme en 2020 après des refus d'obtempérer. On avait les mêmes commentaires pour dire il faut durcir justement le fait d'avoir une possibilité de légitime défense. Donc voilà, laissons encore une fois la justice. Je trouve que les propos du procureur sont tout à fait clairs et circonstanciés. Et puis derrière, la justice passera. Mais pour autant, évitons encore une fois les amalgames, quels qu'ils soient, les stigmatisations, quelles qu'elles soient, parce que c'est certainement pas ce qui va apaiser le pays. On a besoin que ce pays soit apaisé. Ce qui peut être dangereux, peut-être, mais là je vous laisse libre, c'est les appels à la justice. Parce que les appels à la justice, ça veut dire quoi, un appel à la justice? Au tribunal du populaire, vous voulez dire, Jean-Jacques Bourdin. Lorsqu'on dit publiquement... le tribunal politique. Lorsqu'on dit public... Mais si... Non, appel à la justice, ça veut dire appel à la justice. Maintenant, il faudrait que je me justifie des interprétations que vous faites de ce que ça signifie, appel à la justice. C'est pas une interprétation. Appel à la justice, est-ce que ça encourage la violence?
Je vous pose la question. Bien sûr que non. Bon, alors c'est bien. Et 11h48, la violence, tiens, un outil politique ou pas? Non, vous avez 3 minutes pour réfléchir à la réponse. Est-ce que c'est un outil politique? Dans l'histoire, la violence a été un outil politique. Bien, il est 11h48. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h51. Nathalie Oziol, députée La France Insoumise de l'Hérault. Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Franck Alizio, député des Bouches-du-Rhône et porte-parole du Rassemblement national. Est-ce que la violence devient un outil politique? Il faudrait définir déjà ce que c'est la violence. La violence, c'est ce qu'on a vécu hier soir, par exemple, ou la violence sous d'autres formes. Oui, c'est clair qu'il faut une réponse politique. La violence politique. en parole. Est-ce que c'est un outil politique? Est-ce qu'on utilise la violence pour véhiculer des idées ou pour défendre des... Oui. Je suis pas sûr que quelqu'un répondrait oui à ça de toute façon, mais je pense qu'effectivement, quand il y a une situation violente dans le pays, par contre, il faut une réponse politique. Alors, vous êtes d'accord, Franck Alizio, la violence, c'est un outil politique, ça doit l'être ou pas? Ça peut l'être? Ça c'est vieux comme nos cours de droit, ça. Oui. Si on a un État, si on a un gouvernement, si on a un État de droit, c'est parce que l'État a le monopole de la violence légitime. Donc, force doit rester à la loi. Voilà, c'est tout simple. C'est pour ça qu'on vit en communauté, qu'on a des règles, qu'on élit des Donc gouvernants. La violence, c'est parce qu'on confie à la police, aux forces la violence de l'État est légitime. Moi, je ne qualifierais pas ce qui se passe la nuit en ce moment de violence politique. C'est de la violence tout court. C'est du désordre tout court. C'est des crimes et des délits tout court. Donc, ils doivent être sanctionnés par ceux qui sont détenteurs de la violence légitime pour rétablir l'ordre. Je rappelle que les policiers sont les agents de la paix. C'est à eux de rétablir la paix. L'État, violence légitime. L'État? Ah non, mais la violence, c'est un outil politique. Je veux dire, quand, je vais encore m'adresser à ma collègue de la France Insoumise, mais quand vous passez votre temps à parler de chaos, à parler d'insoumission, à parler de provocation, à faire des insultes, à aller manifester sur le terrain, à aller avec une écharpe sur des manifestations vous qui sont interdites. Vous espérez la violence pour renverser un pouvoir politique? Je dis pas que vous, mais toujours Jean-Jacques Bourdin, toujours se poser la question, à qui profite le crime? C'est intéressant parce qu'il vient de qualifier de violent le fait d'aller manifester sur le terrain. Interdite. Non, les manifestations interdites. Aller manifester dans le cadre de la réforme des retraites, c'est violent. Excusez-moi, vous dégraissez. Elles n'ont jamais été interdites, les manifestations pour les retraites. Oui. Sainte-Saline, c'était interdite. Et vous vous y pointez avec en écharpe. Excusez-moi. Si ça, c'est pas de la violence. Quand vous êtes en écharpe sur le pied sur un ballon, c'est pas de la violence, c'est pas de la provocation. C'est de la violence et c'est de la provocation. Donc c'est un outil politique. La situation de chaos que l'on constate, que l'on décrit, que l'on qualifie, c'est le gouvernement qui l'a créé quand même. C'est ce gouvernement, c'est la politique macroniste, libérale, c'est le résultat de la politique macroniste. Qui veut instrumentaliser la violence politiquement. Lorsqu'il est dans son tweet, les chiens de garde veulent nous obliger à appeler au calme, c'est qu'il ne veut pas appeler au calme. Et donc, il appelle à la violence. Et donc, il justifie et légitime la violence. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, il n'y a qu'un parti, qu'un groupe politique qui appelle à la violence, qui justifie cette violence. C'est NUPES. Votre façon de stigmatiser des gens aussi, c'est pas un appel au calme non plus. C'est-à-dire que vous avez mis quand même beaucoup de temps à réagir à ce qui s'est passé à Nanterre. On a attendu longtemps. Frédéric, clair, on n'appelle même pas l'état d'urgence. Frédéric va terminer notre débat. Il est à Toulouse. Bonjour Frédéric. Très vite, bonjour. Frédéric. Merci d'être avec nous, mais allez-y très vite. Ouais, en fait j'écoute votre débat à la radio depuis tout à l'heure et je suis quasiment pas d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites, plus particulièrement avec votre député de la France Insoumise, parce que on parle de la vidéo, mais faut pas comment dire, faut quand même se rendre compte que le flic, il était à moitié posé sur le capot de la voiture du jeune, il n'a pas fait un tir sans sommation, il a quand même prévenu à plusieurs reprises. Frédéric, non, mais non mais attendez, je vais vous interrompre parce que je ne veux pas que vous refassiez l'enquête et sans savoir, parce que vous ne savez pas plus que moi, et je me garde bien, vous l'avez remarqué, Frédéric, c'est pour ça que je fais très attention à surtout, parce qu'on a des éléments. Vous voulez que je vous dise tout, Frédéric, je ne vais pas les révéler, mais on a des éléments qui, d'un côté ou de l'autre, pourraient être révélés. Je ne le fais pas parce qu'ils ne sont pas vérifiés. D'accord.
Très bien. Mais alors, au niveau des vidéos, parce que là on parle de cette vidéo, vous avez vu toutes les vidéos qui s'est passées hier soir? La vidéo d'un flic qui s'est fait choper, qui s'est fait battre à mort, qui tourne sur les réseaux sociaux, celle-là, je la vois pas sortir. Il y a une autre vidéo où on voit les jeunes tirer au lance-roquettes. En ville, d'accord. Enfin, lance-roquettes, non, c'est pas des lance-roquettes. C'est et les grenades des tirs de mortier. Ce sont des tirs de mortier, c'est pas des lance-roquettes. Vous avez vu l'explosion. Vous savez ce que c'est qu'une roquette, Frédéric? Non, mais écoutez, sur la vidéo, ça fait une explosion. Oui, une explosion, ce sont des mortiers, mais c'est pas des lance-roquettes. Attention. Hein. Et les grenades qui ont été balancées. Et les grenades non plus. Il n'y a pas de grenades. Mais attendez, Frédéric. On n'est pas en guerre, on n'est pas à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Il faudrait quand même un jour ou l'autre raison garder. Je vous reprends un peu, Frédéric, pardonnez-moi, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Je veux dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Mais cela dit, vous êtes inquiet. C'est cela, Frédéric ? En fait, c'est même pas que je sois inquiet, bien sûr qu'on est tous inquiets, mais en fait, c'est que je trouve ça choquant. Pour moi, le débat, il devrait même pas avoir lieu. Je veux dire, là, en fait, vous savez ce qui se passe avec le policier, c'est que, d'accord, je donne pas raison ou tort à ce qui s'est passé. Oui. C'est que, en fait, au final, on donne raison aux délinquants parce que eux, tout ce qu'ils voient dans tout ça, c'est pas qu'ils soient plus touchés que ça par la victime qui a eu du policier. C'est qu'au final, eux, ils se disent en fait, les refus d'obtempérer, ils sont punis par la loi pour les flics. Nous, en fait, on peut faire ce qu'on veut et c'est des raisons de plus qu'on leur donne pour pas obéir, en fait. Et on rajoute des difficultés à la police. Et moi, il y a une vidéo que je me rappelle il y a quelques années qui m'a vraiment choqué. Ça a été pour Charlie Hebdo, la vidéo du flic qui s'est fait abattre au beau milieu de la rue, qui s'est pris une balle dans la tête. Et à ce moment-là, je suis désolé, on ne faisait pas le procès de tous les islamistes qu'il y a en France, en fait. Et là, on est en train de faire le procès de la police. Donc, au bout d'un moment, je veux dire... Oui. Pour moi, écoutez, Frédéric, je vous remercie, je suis obligé de vous interrompre parce qu'il est 57, mais on ne fera le procès ni de la police ni de personne. Le procès, c'est pas à nous de le faire. Le procès, c'est la justice qui le fera. Et la justice qui travaille bien. Je voulais vous remercier tous les trois d'être venus nous voir. Tous les trois, parce que c'était passionnant. Pour l'invitation. Dans tous les cas, non, c'était passionnant. Et puis, réfléchir. C'est bon de réfléchir un petit peu collectivement. Si on réfléchissait un petit peu plus avant d'agir, ce serait peut-être mieux. Il est 11h58. Jean-Jacques Bourdin. Professeur Bibaud, bonjour. Bonjour. Jean-Emmanuel Bibaud est avec nous. Vous avez écrit et vous publiez 2041, l'Odyssée de la médecine, comment l'intelligence artificielle bouleverse la médecine. Elle va modifier profondément les soins et c'est tout ce que vous racontez dans votre livre. Je vous lis, nous sommes en passe d'inventer les machines qui nous soigneront mieux que nous sommes capables de nous soigner nous-mêmes. L'intelligence artificielle se dressera bientôt contre la maladie avec une implacable efficacité. Alors, j'ai envie tout de suite de vous poser une question, évidemment. Pourquoi 2041 ? Alors, il y a deux réponses à ça. C'est que le premier élément, c'était que c'était un petit hommage à 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est mon film préféré, de mon réalisateur préféré, Stanley Kubrick. Et la deuxième chose, c'était en fait, je trouvais que c'était une temporalité intéressante parce que c'est ni trop loin, ni trop proche. On peut prendre l'exemple du smartphone qui en gros a commencé à être annoncé en 2007. Donc on est en 2023 et ça a complètement changé le monde. Là on est en train de vivre entre guillemets les changements qu'ont fait le smartphone sur le monde. On va les vivre grâce à l'IA. Et donc en 2041, je pense qu'on en sera à peu près là où on en est actuellement par rapport au smartphone. Alors l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Jean-Emmanuel Bibaud, vous avez 40 ans, vous êtes professeur en oncologie, radiothérapie à l'université de Paris-Cité, praticien à l'hôpital européen Georges Pompidou, et vous conduisez des travaux de recherche à l'INSERM dans le domaine justement de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine. Alors, l'intelligence artificielle va modifier profondément les soins. Ça veut dire que les machines vont nous soigner ? Non. Alors, en réalité, est-ce qu'elles vont ? Non, elles vont pas nous soigner. En réalité, elles vont pas vous remplacer. Soignent. Alors, les machines qui soignent, ça veut pas forcément dire qu'elles remplacent les médecins, parce qu'en réalité, les machines nous soignent déjà. Surtout par exemple en radiothérapie, on a déjà des machines qui vont envoyer des traitements sur le cancer pour le viser, et il y a même certains robots qui le font de façon autonome. Donc c'est déjà une réalité. Mais ce qu'on va voir, c'est une sorte de généralisation de ce genre de processus-là. On n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est à la limite de la recherche clinique
et d'évaluation. Mais sans doute que dans les 10-15 ans à venir, même si c'est toujours très difficile de prédire l'avenir, sauf si on le fait soi-même, probablement que ces machines-là vont intervenir de plus en plus dans de nombreux domaines. Alors, professeur, vous évoquez dans votre livre le silence des organes. Et ça, j'adore. Parce que c'est vrai que les organes sont silencieux. Jusqu'au jour où il y a une petite douleur, ou une grossesse, ou une fatigue. Et là, il se passe quelque chose. Mais il se passe quelque chose, c'est déjà presque un aboutissement, malheureusement. Alors, à quel moment, tout commence par un symptôme, quand est-ce que l'intelligence artificielle peut intervenir plus rapidement? Avant? Alors, vraiment? Là, c'est un domaine d'application de l'IA qui est très important, c'est tout ce qui est dépistage et donc prévention, médecine préventive. Oui. On a déjà des modèles dont je parle dans le livre qui permettent par exemple de prédire parfois jusqu'à 10 ans, voire 15 ans à l'avance, l'apparition d'une maladie. Alors ça peut être un cancer du poumon par exemple. Là, mais comment tout simplement à partir de vos caractéristiques actuelles. On sait que certains déterminants de facteurs de risque de cancer sont tellement forts que si vous les réunissez tous ou certains d'entre eux, vous avez un fort risque de cancer. Donc ça, on peut le faire avec des méthodes statistiques. D'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin d'une IA très poussée pour le faire. Et ce qui va se développer de plus en plus dans les années qui viennent, c'est au-delà de ces caractéristiques que tout le monde peut voir, ça va être l'analyse des scanners et par exemple déceler des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'une machine peut voir en analysant les niveaux de gris par exemple, et pourrait donc prédire l'apparition de maladies. C'est-à-dire qu'un scanner, je passe un scanner, vous regardez, vous médecin, un médecin regarde le résultat du scanner, ne trouve rien, vous dit je n'ai rien trouvé, tout va bien. Mais l'intelligence artificielle, elle, peut trouver ce que le médecin n'a pas trouvé. Il y a déjà des travaux, notamment qui ont été publiés aux États-Unis, sur le cancer du poumon, qui ont réutilisé des scanners de thorax pour essayer de prédire le risque de cancer à 1 an, à 2 ans, et qui marchent assez bien déjà. Alors probablement que pour un humain, un médecin humain, un radiologue expérimenté, un médecin expérimenté, est capable déjà de déceler certains signes, une maladie pulmonaire type bronchite chronique, ce genre de choses-là, qui sont parfois des signes précurseurs, entre guillemets, ou alors liés épidémiologiquement. Et donc, l'humain peut le faire, mais sans doute que l'IA va le faire mieux avec plus d'avance, peut-être, un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire disparition des radiologues, ça? Non, alors ça, c'est une prédiction qui avait été faite par un très très grand chercheur dans le deep learning, qui est très connu, Geoff Hinton, qui est canadien. Et puis il est un peu revenu sur ce qu'il avait dit. Il a dit si finalement, il va falloir continuer à former des radiologues. Évidemment qu'il faut continuer à former des radiologues. L'IA ne va pas remplacer les radiologues, mais elle va être un précieux atout. Et on dit très souvent cette phrase-là, mais elle est très vraie. Les radiologues qui utilisent l'IA vont être meilleurs que les radiologues qui n'utilisent pas l'IA. C'est plus dans ce sens-là qu'on peut parler. Oui. Oui, le médecin sera toujours utile, mais certains médecins... D'ailleurs, le premier qui pourrait être accompagné de l'intelligence artificielle, c'est le médecin généraliste. Oui, alors paradoxalement, moi je pense que le médecin généraliste, ça sera sans doute la spécialité la plus difficile. Pour l'IA, parce que c'est extrêmement complet, extrêmement général, comme son nom l'indique, et c'est sans doute les domaines où l'IA n'est pas forcément la meilleure. Et des IA sont bonnes sur des domaines très spécifiques, très précis, donc de l'analyse de scanner, de l'analyse de biopsie tumorale, de l'analyse de prise de sang, etc. Mais dès que vous allez avoir un spectre très très large à prendre en compte, l'IA sans doute va être un peu plus compliquée. Parce que dites-moi, il y a un risque aussi, c'est que l'IA détecte 15 maladies. Potentiel. Exactement. Ça, c'est une voie de recherche importante. C'est tout ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter ce qu'on appelle le surdiagnostic. C'est-à-dire diagnostiquer des maladies qui, en fait, resteront toujours infracliniques, c'est-à-dire qui ne feront jamais de symptômes. Et on sait, il y a pas mal d'études qui montrent que l'IA, pour le moment, a plutôt tendance à augmenter le surdiagnostic, ce qui est un problème. Se traiter des maladies pour rien, c'est un vrai problème. Ça fait des séquelles, ça fait des effets secondaires pour rien. Et donc, il faut essayer de trouver la bonne balance entre le surdiagnostic et vraiment le diagnostic qui est utile en médecine. Alors, aujourd'hui, où et comment utilise-t-on l'intelligence artificielle le plus couramment en médecine? Alors, c'est vrai que c'est pas toujours connu, mais en fait, on se sert déjà de pas mal d'IA dans les hôpitaux, dans les cliniques. Une des disciplines, c'est la radiothérapie, je vous l'ai dit, notamment pour automatiser la préparation des traitements, ce qu'on appelle le contourage, c'est-à-dire viser le cancer, concrètement. Ça peut déjà être fait par des machines en 2 à 3 minutes. Alors, c'est toujours vérifié par un médecin. Est-ce que l'IA va permettre d'individualiser encore plus les traitements?
Absolument. Non seulement elle va permettre de les individualiser, par exemple de mieux les viser, mais surtout elle va aussi permettre d'homogénéiser la qualité des traitements. C'est-à-dire que vous soyez à New York, à Paris ou à Toulouse, d'un simple clic, vous pouvez utiliser le même modèle, c'est-à-dire le même niveau de qualité de visée. Ce que vous ne pouviez pas faire avant. Il faut savoir que un contourage, donc le fait de viser la tumeur, il ne va pas être fait de la même façon par un médecin X ou Y. Donc il y a une sorte d'hétérogénéité de qualité, et cette hétérogénéité, on va pouvoir la gommer d'un simple clic en déployant certains modèles. Alors, donc l'intelligence artificielle est utilisée, elle se développe. Est-ce qu'il y a des garde-fous? Alors il y a quand même beaucoup de garde-fous. Il y a beaucoup de garde-fous parce qu'on dit toujours, on met toujours en cause l'intelligence artificielle. Hein. Alors, on ne voit que les côtés négatifs. C'est vrai. Alors en fait, il y a beaucoup de côtés positifs. En Europe et en France, on est sans doute parmi les nations les plus protégées vis-à-vis des éventuelles dérives. Il ne faut pas non plus être candide. Effectivement, il y a des risques. Il y a des risques liés à l'exploitation des données dont on a besoin pour l'IA. Il y a des risques liés, par exemple, à la responsabilité quand on utilise une IA. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur qui est faite quand on a utilisé de l'IA? Il y a beaucoup de questions qui se posent. L'IA se trompe. Ou l'interprétation des conclusions de l'IA se... Absolument, les deux. L'IA peut se tromper elle-même, et ensuite l'utilisation que l'humain fait de l'IA peut être aussi faussée. Ça a aussi été étudié. Il n'y a pas d'infaillibilité. Non, même quand on se sert de la machine. Exactement. Dans la vie, il n'y a pas d'infaillibilité. La machine ne remplacera jamais l'homme. Je pense pas. Je pense que l'IA va vraiment être un outil. Le débat philosophique, c'est des années qu'on l'a, mais jamais. Je pense pas, ouais. Je pense qu'elle va être un outil très très puissant, comme on avait le stéthoscope, on l'a encore, comme le scanner, l'IRM, tout ce que vous voulez. Il va falloir que les médecins se familiarisent avec ces outils-là, gardent quand même, et qu'on les forme à ça aussi, qu'ils gardent un esprit critique vis-à-vis de ces outils-là, parce qu'il faut savoir aussi discerner quand la réponse donnée par la machine est potentiellement bonne ou mauvaise. Et donc il y a toute une formation, et il y a toute une réflexion à avoir sur comment on change l'étude. Les médecins sont formés, non, pas. Actuellement, les études médicales ne tiennent pas très très bien compte de l'émergence de ces techniques-là. Je pense qu'il va y avoir un petit retard, parce que là, on y est maintenant. Ça va augmenter encore plus, mais les médecins qu'on commence à former là, ils sortent dans 10 ans, dans le meilleur des cas. Et donc, il faudrait qu'on réfléchisse à comment les former pour qu'ils sachent se servir de ces outils-là. Quels sont vos sujets de recherche à l'INSERM, justement, sur l'intelligence artificielle? On fait surtout de la modélisation, c'est-à-dire de la prédiction. Là, on vient de terminer justement un modèle qui permet de prédire le risque de cancer du poumon chez les personnes qui fument. Un modèle. Voilà. Et un modèle, concrètement, le patient vient vous voir? Alors pour l'instant, c'est la recherche, donc il n'y a pas de recherche. C'est pas des patients. Mais qu'est-ce qui pourra se passer? Alors, ce qui peut se passer, c'est typiquement sur ce qu'on vient de terminer. On a un algorithme, donc on répond à une dizaine de questions. Le patient répond à une dizaine de questions. Le patient vient vous voir, répond à une dizaine de questions. Et l'algorithme vous dit, vous avez un risque de tant de % de développer une maladie, c'est le cancer du poumon, d'ici 4 ans ou 5 ans. Et les raisons pour lesquelles vous avez ce risque-là sont les suivantes. Le temps est fixé. Le temps est fixé parce que ce temps, en fait, dépend des données qu'on a utilisées pour entraîner l'IA, entre guillemets. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que non seulement l'IA vous donne cette prédiction, mais elle vous donne aussi la raison pour laquelle elle pense qu'il y a ce risque-là. Parce que comme ça, on peut peut-être agir sur cette raison-là pour essayer de diminuer le risque. Parce qu'il y a une chose qui est très importante en prédiction, c'est que c'est intéressant d'avoir une prédiction, de savoir que vous allez avoir une maladie, mais si vous pouvez rien en faire, c'est-à-dire que si vous pouvez pas l'empêcher, ça ne sert à rien. Et ça va avoir des implications éthiques et sociales très importantes. Donc il faut réfléchir à des prédictions qui sont utiles et qui sont actionnables, c'est-à-dire des choses que l'on peut utiliser pour améliorer la santé des gens. Cela dit, un médecin, en posant des questions à un patient, lui aussi peut prédire s'il y a risque ou pas risque de cancer ou autre maladie. Bien sûr, mais on sait avec des recherches notamment en neurobiologie que au-delà de 5 facteurs, le cerveau humain est plus très très bon pour discerner ce qui est important ou pas et pour faire des prédictions. Et l'IA, elle n'a pas ce problème-là, on pourrait en prendre des milliers des facteurs, elle vous fera toujours une prédiction très précise. Alors c'est vrai sur le cancer, c'est vrai sur d'autres maladies aussi? Alors oui, il y a beaucoup d'applications, notamment en radiologie, on en a parlé, aussi en dermatologie. L'analyse par deep learning, donc apprentissage profond de lésions cutanées. Avec des mélanomes par exemple. Une détection de mélanome quasi instantanée avec de très très bonnes performances sur smartphone. C'est-à-dire qu'un appareil... Un appareil lié à de l'intelligence artificielle, relié à de l'intelligence artificielle, peut déterminer tout de suite si c'est cancéreux ou pas. Oui, alors il y a eu c'est une étude vraiment emblématique qui a été publiée en 2016 par Stanford, qui a montré exactement ça sur un smartphone. Prenez une photo, instantanément, ça vous dit ce que ça peut être. Mais, il y a un mais, c'est qu'on a découvert quelques mois plus tard que les données qui avaient été utilisées pour entraîner l'IA ne contenaient pas de peau noire, et que donc l'IA ne fonctionnait pas bien sur des peaux noires. Donc il y avait un biais
inhérents aux données qui étaient transférées dans l'IA. Mais aujourd'hui, si je prends la photo de j'ai quelque chose de suspect sur ma peau, on a les techniques pour savoir. On a les techniques pour savoir instantanément si c'est avec une assez bonne confidence. Oui. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ce sera vrai pour quoi? Je sais pas, pour d'autres organes. Bien sûr, fond d'œil, rétinopathie diabétique. Ah oui. Analyse du fond d'œil en ophtalmologie, donc pour les patients diabétiques, donc détecter une complication du diabète. Donc, c'est-à-dire la rétinopathie qui peut potentiellement rendre aveugle, on peut le détecter. Et donc là, certains essais sont déjà en cours en Inde pour automatiquement détecter ce genre de maladie-là avec un fond d'œil entièrement automatisé. C'est extraordinaire parce que ça permettra aussi de faire des économies à la collectivité, évidemment. Alors, la médecine prédictive, la prévision en médecine, où la France a beaucoup de retard. Professeur, vous êtes d'accord avec moi? C'est formidable. Alors potentiellement, c'est évident que ça coûte beaucoup moins cher de potentiellement prédire ou dépister une maladie et de la traiter avant même qu'elle n'arrive, plutôt que de traiter une fois que les choses sont déjà très avancées. Merci, professeur Bibot. 2041, l'Odyssée de la médecine aux éditions des Équateurs. Je vous invite à lire parce que c'est absolument passionnant. Merci beaucoup. Il est 12h26, vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous accompagner le matin. André Berco.